Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo MNHA Coup de cœur. Tea Time ici, vidéo à regarder avec votre boisson chaude préférée à portée de main. Nous allons nous intéresser à une boîte à thé finement ouvragée, exposée dans le département des arts décoratifs et populaires. Remontons le temps. Duché de Luxembourg, première moitié du XVIIIe siècle. Le territoire est sous domination autrichienne, les soldats arpentent la forteresse, mais le pays connaît une période de paix après plusieurs siècles marqués par les conflits. Dans ce contexte apaisé, un orfèvre du nom de Jean-Michel Coetzer s'installe au Luxembourg. Il vient de Bavière. En 1729, il épouse la veuve d'un orfèvre originaire de Longwy, Jean-Louis Fauconnier, dont le MNHA conserve un gobelet, présenté dans la même vitrine que la boîte à thé qui est le sujet de cette vidéo. Il reprend par la même occasion l'atelier laissé vacant. Plus de 8 ateliers d'orfèvrerie sont connus à Luxembourg au milieu du XVIIIe siècle. Parmi eux, celui de Coetzer se distingue tant par la qualité de ses pièces que par leur quantité. La présence d'un si grand nombre d'ateliers dans une ville de taille réduite est la conséquence d'une forte demande. Quels sont les potentiels acheteurs? Des officiers, quelques familles fortunées de la bourgeoisie, ou encore des membres de la petite noblesse, dont le clergé, comme le prouve le gobelet montré précédemment. Tous ceux qui alors peuvent se permettre des plaisirs coûteux. La création de cet objet fut possible parce qu'au moins 3 conditions étaient réunies. Il fallait un orfèvre de talent, Jean-Michel Coetzer, son poinçon, I couronné pour Jean, MK pour Michel Coetzer, est d'ailleurs présent sous le fond de la boîte. Au milieu, la fleur de lys indique un argent de Bruxelles, d'une qualité supérieure à ce qui était utilisé couramment. Tout à droite se trouve le poinçon de la ville de Luxembourg, LB. Une couronne se distingue mal, mais est présente au-dessus du L. Il fallait aussi des finances en bonne santé pour pouvoir commander une belle pièce pour la table, ce que permet la prospérité du XVIIIe siècle. Mais aussi, et peut-être surtout, l'arrivée du thé en Europe. Sans feuilles infusées et pas de boîte à thé. Les comptoirs anglais et hollandais commercent alors depuis près de 200 ans avec l'Asie. La Chine, le Japon, Java, l'Europe de l'Ouest et le Luxembourg indirectement vont importer majoritairement cette précieuse cargaison depuis des ports asiatiques. Information pas si anecdotique que ça, puisque cela va influencer jusqu'aux mots que l'on utilise pour désigner ces feuilles. Français, luxembourgeois, allemand ou anglais, tous utilisent un dérivé de la sonorité T, prononciation du mot original utilisé sur certaines côtes. Les pays important par route terrestre ou se fournissant à Macao comme les Portugais ont conservé l'autre sonorité, chai. Bref, sans y vouer le même amour inconditionnel que nos amis anglais, la consommation de ces feuilles infusées s'est peu à peu répandue jusqu'au Luxembourg comme une boisson distinguée à déguster en bonne société. Le prix encore élevé à l'époque, créant de facto une rareté sur les tables, pouvoir en proposer à ses invités fut signe de prestige. Repensez-y la prochaine fois que vous en mettrez à infuser, peut-être sera-t-il encore plus savoureux. Tout ça pour revenir à ce qui est donc tout sauf un banal récipient. Regardons-le un peu plus en détail maintenant que l'on en saisit mieux les enjeux. Sa forme de base est grossièrement ovale en partant du fond plat. L'ensemble est rythmé par des courbes concaves et convexes, donnant cette impression de vague parcourant le métal à la verticale. Des plis horizontaux sont présents en bas et sous la corniche, marquant la séparation du couvercle. Si la forme générale est assez courante, offrir la possibilité de pouvoir ouvrir largement la boîte l'est moins. On se contentait d'utiliser un orifice plus étroit, présent ici au-dessus. Quel est l'intérêt de ces deux types d'ouvertures? Le grand couvercle permet de nettoyer ou de remplir facilement, le petit de doser plus finement la quantité. Malin, non? Le côté pratique n'est pas oublié malgré l'abondante décoration. Pour reprendre l'inventaire, des motifs floraux sont ciselés sur la partie basse, ainsi que quelques lignes sur les couvercles. Si l'on y prête attention, on peut se rendre compte que le petit couvercle, avec son bouton moulé, reprend les grandes lignes de la base qu'il surplombe. Sa caractéristique stylistique générale la place dans ce que l'on désigne comme style régence, dont le nom fait référence à la période où le royaume de France était dirigé par le régent Philippe d'Orléans, puisqu'à la mort de Louis XIV,
Louis XV était encore trop jeune pour diriger le pays. Les styles ne changeant pas du jour au lendemain, la période est donc un peu plus large en réalité, et s'étend de 1700 à 1730. Vu le mariage de Cutter en 1729, qui entérine son établissement au Luxembourg, et le style de l'objet, il est probable que cette boîte à thé ait été créée vers 1730. J'espère que vous aurez apprécié le parfum d'histoire qui émane de cette boîte à thé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.